Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous des mardis de l'Espace des Sciences qui va se dérouler en roue libre. J'espère que vous allez bien en cette veille de vacances. Je voudrais tout de suite vous signaler que cette conférence est enregistrée, que vous pourrez donc la revoir sur le site de l'Espace des Sciences ou sur notre chaîne YouTube. Et j'en profite pour saluer les nombreux internautes qui regardent nos émissions dans les jours qui suivent, qui regardent nos émissions. Vous voyez, ça y est, je me crois à la télé, hein, qui regardent nos conférences dans les jours qui suivent celle-ci. Voilà. Et puis, eh bien, ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Gérard Lelanne. Vous dire que c'est un petit peu grâce à Armoristel, qui est l'association, pour ceux qui ne le sauraient pas, armoricaine de recherche historique sur les communications. Et je salue, je crois qu'il y a quelques personnes ici qui représentent Armoristel, et je salue André Renaud, qui en est le vice-président chargé de la communication, qui est un ami fidèle de l'Espace des Sciences. Et chaque année, l'association Armoristel est présente au Village des Sciences, et vous serez encore des nôtres au mois d'octobre avec un très grand stand, nous avez-vous dit tout à l'heure, un stand où il sera question du son, on parlera du son. Donc c'est un peu grâce à vous, André, que nous recevons ce soir Gérard Lelanne. Gérard Lelanne qui a été à un moment président de Granit, qui était le groupe armoricain en comment est-ce qu'on dit? En informatique et télécom, c'est ça? Oui, en informatique et télécom. Voilà, mais on va avoir l'occasion d'y revenir. Alors, je salue toutes les personnes présentes. Je sais qu'il y a aussi ici des étudiants de l'INSA qui sont venus nous rejoindre. Bienvenue à eux. Merci d'être là aussi. Alors, je vais vous présenter Gérard Lelanne. Je vous assure, j'ai lu tout son curriculum. J'ai été très impressionnée. Heureusement que vous n'avez pas mis cravate, sinon j'aurais été très mal à l'aise à côté de vous. Vous êtes directeur de recherche émérite à l'INRIA, qui est l'Institut de recherche en informatique et en automatique. Le sigle de l'INRIA, sous le sigle, c'est écrit « Inventeur du monde numérique ». C'est un peu le slogan. Ils sont partis, des inventeurs du monde. Ouais. Il faut vous parler dans le micro. Vous en êtes un des pionniers quand même. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui... Un des plus anciens, oui. Ah ouais. On peut dire comme ça. Non, un des pionniers. Mais qu'est-ce qui vous a conduit là, après une carrière qui n'est pas terminée, puisque vous continuez toujours? Je pense que c'est la passion. Mais alors, il y a déjà dans la salle, donc je voudrais leur passer le message. Je me suis toujours amusé, au point qu'un de mes amis m'a dit « Mais en fait, tu n'as jamais travaillé. » Les sciences ont ceci d'admirable, surtout quand on travaille dans des instituts gouvernementaux, avec le système public dont on bénéficie en France, qui permettent en gros de choisir, un peu comme dans un restaurant, les sujets sur lesquels on veut phosphorer. Et si on est doué pour ce métier, ou si on a des dispositions particulières, en général, on étudie sans arrêt des problèmes nouveaux, et ça, c'est extrêmement galvanisant de découvrir des solutions à des problèmes que jamais personne n'a posés au préalable. Alors, pour en revenir au tout début, vous êtes né à Paris, mais une partie de votre famille est finistérienne. Oui. Voilà. Et puis, vous êtes venu à Rennes dans les années 60. 60, oui. Alors, justement, à propos de ces années 60, j'ai lu quelque part dans une interview qu'il n'existait à l'époque que 2 écoles d'ingénieurs offrant une option ressemblant à ce que l'on appelle maintenant l'informatique. Exactement. C'est vrai ? Le nom n'existait pas à l'époque où il a fallu que je choisisse quelle école d'ingénieur j'allais fréquenter. Et il y avait 2 écoles, l'ENSET de Toulouse et l'IMAG de Grenoble. Et vous avez choisi Toulouse. Pour des raisons climatiques, j'ai pensé que c'était mieux, parce que je venais d'Afrique, mes parents avaient eu la bonne idée de partir. Alors moi j'ai lu que vous aviez choisi celle de Toulouse, qui avait machine mathématique à son programme. Alors déjà, oui. Moi, ça me laisse très perplexe. Hein, qu'on puisse choisir sur un tel critère
Mais voilà, c'est ce que vous avez fait. Ensuite, bon, je vais un petit peu vite, vous entrez au CERN de Genève en 1969, où vous avez participé au projet chargé de concevoir et de réaliser l'un des premiers réseaux locaux en anneaux. Vous comprenez tous, hein, bien sûr, sauf moi. En Europe, même peut-être au monde, vous me disiez tout à l'heure. Au monde, oui. carrément. Oui, parce qu'en 1970... IBM n'avait toujours pas lancé l'initiative du token ring d'IBM, que certains d'entre vous connaissent peut-être, parce que c'est seulement des années 80. Et donc le CERN, qui a d'énormes moyens financiers, avait eu la bonne idée de poursuivre le faisceau de particules qui circule dans l'accélérateur, pour que les physiciens puissent savoir ce qui s'y passe, de doubler l'anneau d'un anneau informatique. Voilà. Alors là, je deviens de plus en plus perplexe. Finalement, vous voulez du plus théorique encore. Et recruté par l'INRIA, vous êtes alors chargé de participer, de créer, je crois, une équipe réseau Cyclade à l'université de Rennes. Ici à Rennes, oui. Voilà. L'IRISA n'était pas créé, il sera créé plus non, tard. À l'époque, il n'y avait que l'université de Rennes. Ouais. Et j'étais en fait le premier employé sur poste INRIA à arriver à Rennes, et c'est seulement en 1976, si ma mémoire est bonne, que l'IRISA a été créée, c'est-à-dire 4 ans plus tard. Alors là où ma perplexité devient incommensurable, c'est que je lis ceci, travaux qui ont conduit au concept de fenêtre glissante. Je trouve ça très beau. Pour les connaisseurs de TCP/IP, très mystérieux. Sliding Window, TCP/IP. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui vous trouve un peu bizarre, si vous permettez, puisque vous fûtes même soupçonné d'espionnage lors d'un voyage aux États-Unis pendant une escale à Boston, quand même. Oui, vous savez plein de choses. Oui. Oui, en fait, c'est un des hasards fantastiques réserve l'AI. Une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le projet Cyclade de Louis Bousin en 1972, c'est parce qu'il avait besoin de chercheurs qui avaient envie de vivre aux États-Unis, dans les sites ARPANET, qui étaient en fait les initiateurs de ce qui est devenu Internet. Et moi, j'étais tout à fait volontaire. Et lorsque je suis parti aux États-Unis pour la première fois en juin 1973, j'ai fait le vol Paris-Boston, puisque une de mes cibles, c'était le MIT. Et puis, une société qui s'appelle Ball Beranek et Newman, qui étaient en fait les architectes de ARPANET à l'époque, ceux qui construisaient les premiers nœuds de commutation de paquets sur réseau téléphonique pour le futur projet qui est devenu Internet. Et donc j'atterris à Boston, et à l'époque j'étais bien plus jeune évidemment, en 73, cheveux noirs, moustache, barbe, ce qui était à la mode à l'époque, et j'arrive... Louche donc, louche. Oui, alors vous allez voir pourquoi. Français et louche. Donc bon, je passe la douane, contrôle d'immigration, et puis dans l'ordre, la douane en deuxième, et je me prépare à traverser le hall de l'aéroport pour aller prendre un taxi pour m'emmener à Cambridge, dans la banlieue de Boston, où se trouve... Là, j'avais rendez-vous chez Ball Beranek et Newman, et à ce moment-là, me barrent la route deux colosses qui me disent « Suivez-nous, Customs ». Naïvement, je dis « Mais ça y est, je viens de passer le contrôle de douane ». Ils me disent « Non, suivez-nous ». Donc, l'un s'occupe de ma valise, fouille la valise, l'autre mon bagage de cabine. Il ne trouve rien. En fait, j'ai su plus tard ce qu'ils cherchaient, la drogue. Pour ceux d'entre vous qui ont vu le film French Connection, à l'époque, il y avait une filière extrêmement très active entre Marseille et les États-Unis pour le passage de drogue aux États-Unis. Et comme moi, j'avais le look marseillais, barbe, cheveux noirs, un peu basané, aussitôt, ils se sont dit, lui doit avoir de la drogue dans ses bagages. Et ne trouvant rien, en fouillant mon bagage de cabine, moi j'étais en train, pendant le vol, j'avais pris avec moi des documents du Department of Defense, puisque le projet ARPANET était un projet du DOD. 2 documents avec l'aigle DOD, et donc les deux, d'un seul coup, ils se retournent et disent « What's your job ?» Qu'est-ce que vous faites dans la vie? D'un seul coup, j'étais devenu espion potentiel. C'était très drôle. Et alors, le changement d'attitude a été radical, puisque dès que je leur ai dit écoutez, j'ai quelques documents officiels, mais ils sont malheureusement en français, vous êtes obligé de me croire plus ou moins sur parole. Voilà, je rends visite à des centres de recherche du projet ARPANET. D'ailleurs, vous avez les documents en main. Et donc, je travaille indirectement pour le gouvernement français.
Et alors là, l'attitude des 2 employés des douanes a été totalement opposée. Ils ont commencé à se répandre en excuses, en me disant, vous savez, on ne fait que notre travail, pardonnez-nous, où voulez-vous aller? Ils sont eux qui ont pris mes bagages pour aller dire à ces gens de taxi, this gentleman wants to go there. Donc ça s'est bien terminé, une tranche de vie et tellement bien qu'ils vous ont voulu vous garder un petit peu là-bas pour travailler avec eux cette fois. À Stanford, oui, là, à Stanford, de l'autre voilà. côté, sur l'autre côte. Vous avez passé un moment là-bas. Je crois que vous avez, dès votre retour en France, vous allez enseigner à l'université de Rennes, voilà, et à Supélec aussi, le premier cours de réseau informatique. Et oui, à l'époque, ça paraissait un peu bizarre. Des bits par seconde, est-ce que c'est de l'informatique? Eh oui. C'était quand même hier, hein. Enfin, un peu, hein. Oui. Tout en continuant, tout en entamant des recherches sur les algorithmes distribués. Voilà, plein succès pour votre publication qui a été... Ah oui, celle de 77, oui. Oui, énormément citée. Et puis vous avez contribué, je crois, à l'adoption de la technologie Ethernet déterministe d'INRIA par l'industrie de la défense et puis d'autres aussi. Hein, la nationale nous a demandé de déposer un brevet. C'était une belle aventure. Ouais. Alors pour en savoir encore un peu plus, eh bien, je vous renvoie à un article détaillé paru à l'occasion des 50 ans de l'INRIA, dont vous fûtes, je cite, une figure incontournable. Voilà. C'est ce que dit l'INRIA. En 2012, vous recevez le prix Willis Lamb de l'Académie des sciences. Et puis ce soir, eh bien, vous allez nous parler de véhicules autonomes connectés, vus, je cite aussi, comme des smartphones sur roues. Eh oui. Alors, meilleure sécurité routière, pour une meilleure sécurité routière, on imagine bien qu'il y a des enjeux industriels et commerciaux colossaux, mais quid des risques de cybersécurité et de cyberattaque? Et puis au bout du compte, c'est un choix de société. Donc, on va découvrir tout ça avec vous. On viendra après pour vous poser des questions. Et juste, je ne voudrais pas oublier de vous renvoyer sur le site de l'Espace des Sciences pour découvrir la petite histoire, la petite fiction que vous nous racontez, l'histoire de Louisa et de Ludovic et de leur nouvelle boson. C'est leur nouvelle voiture... etc., etc. Vous découvrirez sur le site de l'Espace Distance cette petite histoire que vous nous avez gentiment offerte. Voilà, eh bien, nous allons nous intéresser à ce sujet passionnant et on vous retrouve tout de suite après pour les questions. Très bonne soirée à tous. Bien, donc c'était en fait supposé être présenté un petit peu avant pour rappeler mes racines rennaises. Donc vous voyez très rapidement, j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État ici en 1977. Je ne parle même pas du baccalauréat au lycée Chateaubriand. Et puis à la même année, en 1977, avec André Renaud, Guy Pichon et d'autres, et qui étaient déjà dans le domaine des télécoms numérisés, on n'utilisait pas le terme à l'époque, informatisés. On était à l'origine d'un séminaire de 3 jours sur les réseaux informatiques, ce qui, en 1977, était rétrospectivement assez osé, mais c'était en fait tout à fait dans l'air du temps, et l'association Granit a été très importante à cet égard. Voilà, bien. Alors maintenant, venons-en au sujet de cette soirée. Je vais essayer de, très rapidement, en 1 heure ou plus, vous faire passer pas mal d'informations, et grosso modo, il faut que je vous dise d'emblée que je suis convaincu que les véhicules autonomes, la conduite totalement automatisée, est dans notre futur. Par contre, j'essaie de vous expliquer pourquoi il est sans doute inévitable que ces véhicules-là ne ressemblent pas à ceux que l'on voit aujourd'hui. En tout cas, quand on regarde l'intérieur de ce qui s'y trouve, et notamment les systèmes embarqués. Alors, d'où cela vient-il, cette motivation, cette incitation à étudier la conduite automatisée? Ça remonte aux années 70, pour des raisons qu'on comprend très bien aujourd'hui, à savoir que le taux d'accident mortel est bien trop élevé, que les humains perdent beaucoup trop de temps à conduire, ce qui est une activité qui peut être agréable quand on s'y livre
par plaisir parce qu'on a une belle voiture et qu'on a envie d'aller faire des tours en décapotable, mais la plupart du temps, on est coincé dans des embouteillages et ça, c'est plutôt désagréable. Donc il y a tout un tas de bonnes raisons de meilleure utilisation de l'asphalte et de meilleure utilisation du temps humain qui ont conduit un certain nombre de pionniers dans les années 70 à poser les enjeux, de se dire, voilà, et pourrions-nous un jour imaginer fabriquer des voitures qui pourraient se conduire toutes seules? Alors, bien évidemment, la première approche consiste à se dire, l'humain se débrouille pas très bien, puisque aujourd'hui, en France, on a à peu près 9 morts par jour à cause d'accidents de la route. Ce serait bien si on réduisait le taux d'un facteur 10, par exemple. Et pour ça, il faudrait qu'on soit capable de trouver des technologies qui permettent d'assister l'humain, ou encore mieux, c'est un peu osé, le remplacer complètement, pour gommer les défauts des humains quand ils sont chargés de conduire des voitures. Alors pour cela, ce qui paraît naturel, c'est d'essayer de deviner quelle technologie pourrait remplacer les fonctions humaines qui sont mises à l'œuvre lorsqu'on conduit, c'est-à-dire voir l'environnement, comprendre les scènes et décider des comportements. Alors voilà le plan de cet exposé en 6 parties. Vous allez avoir droit à des contes de fées, ce qui est peut-être un peu inattendu, mais vous verrez de quoi il s'agit. Et puis, j'ai prévu de présenter séparément les véhicules autonomes, VA. Donc ce sont des symboles qui sont dans le bas à gauche des planches. Des véhicules autonomes connectés, puisque ça c'est la prochaine évolution technologique. Et puis ensuite, mettre en perspective les nouvelles cogitations du milieu concerné par tout cela, et terminer sur ce que disait Maët, les enjeux sociétaux. Alors, quand on parle de véhicules autonomes, en fait, il existe une grande variété de possibilités qui a été consignée dans un référentiel qui a été échafaudé par la société des Automotive Engineers, qui consiste à définir 6 niveaux de conduite. Niveau 0, évidemment, c'est de la conduite entièrement humaine, celle que l'on connaît tous depuis très longtemps, jusqu'au niveau 5, qui correspond au niveau d'automatisation complète, à savoir que les humains, effectivement, comme c'est montré sur cette superbe planche ici, vous êtes à l'arrière du véhicule, bien installé comme dans votre salon, vous lisez, vous regardez un film, vous prenez un verre avec votre femme ou votre compagne, et la voiture se débrouille toute seule. Aujourd'hui, on en est au niveau 2, dans le meilleur des cas, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans certaines conditions bien définies, le véhicule peut être responsabilisé sans prendre trop de risques. Par contre, en dehors de ces conditions-là, l'humain doit reprendre le contrôle et vite. Et c'est là que se pose l'un des problèmes. Quels sont les temps de réaction d'un humain qui est occupé à faire autre chose quand une alerte lui est signifiée pour lui dire « il faut reprendre le contrôle ». Alors cette nomenclature, ce référentiel n'a l'air de rien, mais il faut bien voir qu'entre le niveau 4 et le niveau 5, il y a une marge de progrès fantastique, puisque là on passe de tout contexte possible. Donc c'est-à-dire que l'humain n'a plus jamais à se préoccuper de quoi que ce soit. Donc la limite entre intervenir quand c'est nécessaire, pas trop souvent au niveau 4, et ne plus jamais intervenir, cette limite-là, en fait, elle est très problématique. Et le référentiel en question est un petit peu problématique dans la mesure où, vous le savez, vous avez eu In-Out à Rennes il n'y a pas très longtemps, où on vous a montré des navettes publiques autonomes, notamment celle de Transdev, puis il y en a d'autres, de Navia, etc., où il n'y a absolument pas de conducteur, et ces véhicules-là ne rentrent dans aucune des catégories. Elles ne sont pas des automatisations de niveau 5, puisque ça ne circule que dans des endroits bien délimités et dans des conditions particulières. Donc il est probable que cette nomenclature va évoluer à l'avenir. Mais en tout cas, il est important que vous sachiez qu'il y a 6 niveaux. Donc quand on parle de véhicules autonomes, il faut... que se passe-t-il? Voilà. Il faut préciser de quel niveau on parle. Aujourd'hui, les modèles les plus évolués, les derniers modèles de Cadillac, de Daimler et non, pas les Tesla, sont de niveau 3. Alors, le grand choix que doivent faire les professionnels du domaine quand ils ont lancé leurs équipes de recherche sur le sujet, c'est le choix entre progressif, s'approcher
en dotant les humains de davantage d'assistance sophistiquée, s'approcher du niveau 5, en supposant que ça convergera, ou bien carrément faire le pari que c'est perdu d'avance, il vaut mieux éliminer l'humain de la boucle d'emblée, ce qui se traduit ici par une pensée que j'adore de la part de Chris Urmson de Google, qui a dit « Adopter l'approche progressive en espérant arriver au niveau ultime 5, c'est équivalent à s'entraîner à sauter de plus en plus haut chaque jour en escomptant pouvoir voler un jour. » Donc, il y a bien évidemment à l'œuvre, dans les équipes de recherche et de développement des industriels, les deux approches qui sont suivies et examinées de près, sachant qu'un jour ou l'autre, eh bien, il sera peut-être possible, légalement cette fois, de laisser circuler des véhicules sans humains chargés du contrôle. Alors, il y a 4 propriétés qui sont fondamentales dans ce domaine. La première, c'est l'innocuité, celle qui était à l'origine des réflexions. Alors, innocuité, c'est la meilleure traduction de safety. En anglais, safety, c'est absence de catastrophe. Donc, l'innocuité, c'est quelque chose qui concerne les situations complexes que les humains arrivent à gérer à peu près bien, au prix de 9 morts par jour quand même, en France, 10 fois plus aux États-Unis. Comment gérer des manœuvres de changement de fil simultanés et conflictuels? Comment gérer des traversées de carrefours de ronds-points sans feu de signalisation, en densité de trafic élevée, imaginez le rond-point de l'Étoile à 8 heures du soir, ou bien détecter des incidents en face d'un véhicule, accident qui l'oblige à freiner en temps zéro, arriver à vitesse zéro en temps zéro. Alors pour cela, les véhicules sont tous dotés aujourd'hui de capteurs plus ou moins sophistiqués. On a tous pratiquement des radars et des caméras sur les véhicules qui ont été achetés récemment. Les récepteurs GPS, c'est banal. Des cartes numériques, bien sûr. Et tous ces véhicules, ce que l'on peut voir aujourd'hui ou acheter, sont en fait sous le contrôle de solutions qui relèvent de la robotique. Traitement du signal, on comprend qu'il y a un obstacle et donc on l'évite. Alors, sans rentrer dans les détails, approche réactive, ça veut dire qu'en fait les véhicules autonomes aujourd'hui sont des véhicules peureux. C'est une façon très simple de caractériser la façon dont ils ont été conçus. Ils évitent les obstacles qui sont dans leur environnement proche. Mais ils sont totalement incapables de dire à leur environnement, donc à d'autres véhicules, s'il vous plaît, cessez de vous comporter comme cela, parce que sinon, on va avoir un accident. Ils sont muets. Donc, ce sont des objets peureux qui, c'est le bouclier qui est représenté, qui ils essayent de se protéger d'un environnement qui est éventuellement agressif, même si c'est involontaire. Alors, il est évident que ça a des limites, dans la mesure où on n'est pas capable de contrôler son environnement, on est obligé de le subir. Il y a forcément des situations dans lesquelles ça va être très compliqué d'éviter les accidents. Pardon. La deuxième propriété importante, c'est l'efficacité. On perd trop de temps à circuler quand c'est obligatoire, avant 1 heure par jour ou 2, 1 heure dans chaque sens. Les espacements entre véhicules sont supposés respecter des distances qui créent beaucoup de vide, surtout à vitesse élevée. Et donc, la bonne utilisation de l'asphalte, réduction des trajets, réduction totale, si possible, des embouteillages, ce serait bien si on pouvait y arriver. Alors pour cela, eh bien, on compte sur la technologie embarquée qui va permettre de choisir des routes optimales en fonction d'une connaissance de l'occupation des voies de circulation, et puis surtout de permettre à des véhicules de circuler les uns derrière les autres à des distances extrêmement petites, à des vitesses élevées. C'est l'un des concepts des pelotons que vous avez peut-être entendu présenter par Steve Schladover, qui était un des conférenciers de In-Out le mois dernier. Donc la possibilité de compacter les véhicules dans les couloirs de circulation, comme on compacte les avions dans les couloirs aériens depuis très longtemps, c'est cela qui est un autre objectif, donc l'objectif d'efficacité. Bien, alors maintenant, si vous êtes amateur de ce domaine, de ces technologies, et si vous suivez les annonces abondamment médiatisées,
vous pouvez avoir l'illusion ou la conviction que les véhicules autonomes, ça y est, c'est fait, on peut en acheter et tout va bien. Alors je vais être obligé de vous décevoir, c'est le rôle des scientifiques qui peuvent vivre et travailler grâce aux impôts payés par les citoyens de ce pays, y compris les miens en partie, c'est de vous dire la vérité. Donc tout ce que je vais vous raconter, je suis prêt à répondre à toutes les objections, ce sont des faits vérifiables, démontrables, sans aucun biais de quelque nature que ce soit. Les contes de fées, commençons. Donc, il y en a un certain nombre, il y a juste 2 planches sur les contes de fées, il pourrait y en avoir davantage. Depuis jusqu'à 2016, vous avez certainement vu, lu ou entendu cette phrase « Les véhicules autonomes, depuis que Google a fait circuler ses premières Google Cars en 2011, ont parcouru des millions de miles ou de kilomètres sans accident, et donc ça y est, on a résolu tous les problèmes. » Ah bon ? 2011, devant le quartier général de Google, Mountain View, de Google Car, boum. Du coup, 3 autres voitures qui passaient par là ont été prises dans l'accident. Donc c'est assez étonnant que 5 ans plus tard, on continue à dire qu'il n'y a jamais eu d'accident. Surtout qu'entre-temps, et c'est là que cette phrase a cessé d'être médiatisée, c'est qu'en mai 2016, un heureux propriétaire de Tesla est mort décapité. Ces voitures, les radars n'ont pas bien fonctionné et il est passé sous un semi-remorque. Boum. Donc on voit l'état de la voiture, le pauvre conducteur n'est pas ressorti vivant. Plus récemment, à 1 semaine d'intervalle, en mars cette année, une cycliste a été tuée par une Volvo, une voiture autonome de chez Volvo, utilisée par Uber pour le service de robotaxi, en tout cas de taxi sans conducteur. On connaît les causes, elles sont technologiques et elles sont liées à des soucis d'économie, puisque avant, Uber utilisait des Ford Fusion qui avaient pas mal de lidar embarqués et c'était trop cher, donc Uber a décidé de passer un contrat à Volvo qui ne possède qu'un seul lidar, et du coup, il y a des angles morts, et donc le véhicule n'a pas vu le cycliste. Et puis, le 30 mars, sur le Highway 101, à hauteur de Mountain View, eh bien, un pauvre propriétaire de Tesla est mort. Sa voiture est partie dans la glissière de sécurité qui se être faite de blocs de béton. Donc, on en est à 3 morts. Je ne compte pas les accidents qui, heureusement, n'ont pas été fatals, mais qui ont conduit un certain nombre de passagers de véhicules autonomes dans les hôpitaux, dont quelqu'un dans la région de Lyon qui est passé 2 fois en opération chirurgicale parce que sa Tesla n'a pas bien vu un signe de déviation. La voie sur laquelle elle circulait était occupée par les travaux, un énorme panneau qui disait au véhicule passer sur la voie droite, et les radars Tesla n'ont rien vu. Donc il y a un certain nombre d'accidents qui imposent quand même d'être un peu plus prudent. On n'y est pas encore. Deuxième planche, sur les contes de fées. L'autre assertion est, mais de toute façon, il y a un humain à bord qui peut reprendre le contrôle si c'est nécessaire. Alors bien évidemment, il y a des tas d'expériences qui ont été menées depuis des années un peu partout chez les constructeurs, mais les informations les plus fiables semblent être celles qui viennent de gens qui n'ont aucun intérêt particulier dans cette aventure, notamment l'université de Stanford. Et ce qui a été établi de manière irréfutable, c'est qu'un humain qui est occupé à jouer sur son smartphone ou bien à faire du courrier électronique pendant que la voiture roule, puisqu'on leur dit que c'est possible, les voitures autonomes sont faites pour ça, sinon ça n'a aucun intérêt, et bien quand on lance une alarme, soit vibratoire, soit audible, pour sortir de ce que l'humain en question est en train de faire, prendre connaissance de la scène environnante, comprendre ce qu'il faut faire correctement pour éviter la catastrophe, ça prend entre 5 et 6 secondes. À 100 km/h, ça veut dire 30 mètres par seconde, 150, 180 mètres parcourus. On a largement de quoi se tuer ou bien de créer des accidents graves avec les voitures qui vous entourent. Donc, c'est un peu une illusion de se dire qu'il y aura toujours un humain pour reprendre le contrôle. Les militaires le savent bien, ça s'appelle le partage d'autorité.
Et c'est très compliqué de décider quand un drone est en automatique, s'il vaut mieux le reprendre le contrôle manuel ou pas. Autre conte de fées, oh, vous pouvez avoir confiance, notre véhicule autonome, on lui a fait parcourir, on lui a fait traverser les États-Unis, ou on l'a fait circuler de Bordeaux à Paris sans jamais aucune intervention humaine. Ah bon? Ce que vous voyez sur le tableau ici, ce sont les statistiques qui sont obligatoirement demandées par l'État de Californie. Il s'agit d'une statistique sur l'État de Californie de 2016, où tous les constructeurs qui ont le droit de faire circuler leurs véhicules autonomes, soit pour des raisons de test, soit parce qu'ils sont commercialisés, doivent déclarer au service des transports californiens les fois où le véhicule repasse en mode manuel, soit parce que l'humain intervient, soit parce que le véhicule lui-même dit « je ne sais plus, à vous ». Donc, c'est ce qui s'appelle des failures, des défaillances. Donc, vous voyez le nombre de fois, et alors ces nombres-là sont bien évidemment sous-évalués par rapport à la réalité. Notamment si vous voyez 0 et 0 ici, la raison, ce n'est pas du tout que Honda et Volkswagen sont bien meilleurs que les autres, c'est que Honda et Volkswagen ne font les tests que sur des routes privées et donc n'ont pas l'obligation de donner les informations qui concernent les routes publiques. Donc, on voit qu'on est bien loin du rêve où les transitions entre pilotage manuel, automatique et inversement, cette transition-là n'a presque jamais lieu pendant un trajet. En fait, ça a lieu très souvent. En gros, en 2016, un véhicule autonome repassait en mode manuel au minimum toutes les 2 heures. Autre conte de fées, nos véhicules autonomes sont testés suffisamment longtemps pour que vous ayez confiance. Alors là, vous allez avoir un petit challenge que je vous pose. Aux USA, en moyenne, il y a un accident mortel tous les 100 millions de miles parcourus. La Rand Corporation, qui est un institut qui fait travailler des gens assez musclés d'un point de vue mathématique, des statisticiens, a fait une évaluation analytique et ils se sont posé la question, imaginons qu'on fasse circuler 100 véhicules autonomes non-stop, c'est-à-dire 24 heures par jour, 365 jours par an, à une vitesse de 25 miles par heure. À votre avis, il va falloir faire circuler ces 100 véhicules autonomes pendant combien de temps pour obtenir la conviction qu'il n'y a pas plus d'un accident mortel sur environ 100 millions de miles parcourus, avec un taux de confiance variant de 95% à 99%. Est-ce que vous avez une idée? En semaines, en mois, en années? Allez, un nombre. 3 ans? Eh bien, vous êtes très bon. Parce que si on se contente d'un taux de confiance de 95%, il faut tester pendant 12 ans. Et quand on va vers 99%, il faut tester pendant 500 ans. Ce qui veut dire que les tests sur route n'ont pratiquement aucun sens. Pour une deuxième raison. D'abord parce que ça prend beaucoup trop de temps. Donc il faut y aller par simulation, mais il y a une autre façon de procéder que je vous présenterai plus tard. Il faut tout simplement s'imaginer, en tout cas accepter l'idée que les technologies évoluent. Et donc, quand on a fait des tests pendant 3 ans et que les technologies changent, il faut reprendre tous les tests. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, étant donné que la robotique embarquée seule ne permet pas d'atteindre les objectifs, depuis une bonne douzaine d'années, tout le monde est convaincu qu'il faut rajouter des communications radio entre véhicules, de sorte que les véhicules puissent se coordonner. À chaque fois, ce sera nécessaire. Donc là, on tient une technologie qui va permettre de faire soit ce qui s'appelle du V2I, Vehicle to Infrastructure, donc avec des relais au sol qui sont installés par les opérateurs de télécom ou les industriels des infrastructures routières, pour permettre aux véhicules de communiquer avec le sol et donc de pouvoir
se connecter à Internet, etc. Très bien. Ça a pour vertu, surtout, de permettre aux passagers de véhicules autonomes de continuer à dépenser leur argent en faisant du shopping et puis en utilisant des tas de services gratuits ou payants. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a un intérêt business derrière tout ça. Bien. L'autre utilité des communications radio qui correspond davantage au sujet de mon exposé, c'est vehicle to vehicle, où là, c'est la coordination entre véhicules pour éviter les accidents, ce que la robotique ne permet pas de faire parfaitement. Donc là, ce que je vais appeler Wave 1.0, ça vient de Wave, qui veut dire Wireless Access in Vehicular Environment, qui fait l'objet de normes américaines par l'I3E et européennes par l'ETSI, qui est située du côté de Valbonne, Antibes. Ces standards-là, qui sont aujourd'hui complètement agréés par la profession et qui vont donner lieu à des développements technologiques, il y a déjà des équipements radio basés sur ces standards-là qui sont démontrés. Il y en a eu à In-Out, je crois. Donc l'idée derrière cela, c'est que grâce à des annonces qui sont faites en broadcast, en diffusion, dans un rayon de 300 mètres autour des véhicules émetteurs, en omnidirectionnel, de faire connaître aux autres véhicules l'existence d'un véhicule, l'émetteur. Alors si tous les véhicules font cela, l'idée, c'est qu'on va pouvoir permettre aux véhicules d'entretenir ce qui s'appelle des cartes dynamiques qui donnent la situation environnementale d'un véhicule. J'ai la connaissance, puisque dans les messages qui sont émis, il y a la position GPS des véhicules. Et donc, si je reçois tous les messages émis par les véhicules qui m'environnent, je peux construire une carte qui me dit, voilà où sont tous les véhicules qui sont proches de toi à tel moment. Ils ont émis, donc ils existent. Et donc, ça permet de faire ce qu'on ne peut pas faire sans les communications, à savoir, on entend. Les véhicules autonomes ne font que voir, ils n'entendent pas. Là, on les dote de l'ouïe. Mais ils ne disent rien, ils sont muets, à part la diffusion de balises à fréquence 1 à 10 fois par seconde. À part ça, les véhicules sont muets. Alors, Wave 1.0, qui est la technologie qui est aujourd'hui déployée et qui va l'être dans les années qui viennent, ça vise à la fois Wave, les coms radio, et le balisage périodique. Très bien. Avec cela, comme l'a dit Maët, eh bien, très vite, on constate que ça conduit à des véhicules autonomes qui sont équivalents à des smartphones sur roue. Ben oui, c'est du Wi-Fi, les communications radio qui ont été intégrées dans les normes pour les véhicules autonomes connectés, c'est du Wi-Fi. Et donc, tout ce que l'on peut faire avec du Wi-Fi et tout ce qu'on voudrait qu'on ne nous fasse pas avec du Wi-Fi sur notre smartphone, l'espionnage, eh bien, on y a droit avec les véhicules autonomes connectés. La seule petite différence, c'est que les véhicules autonomes connectés qui sont des smartphones sur roue peuvent tuer. Alors, il est bon de s'interroger sur la nature de la solution comme radio intervéhiculaire, c'est-à-dire, est-ce que par hasard, on n'aurait pas fait entrer le loup dans la bergerie en voulant maximiser la survie des agneaux? Et oui, il y a deux problèmes. Puisque ce sont des smartphones sur roue, eh bien on sait tous, j'espère, qu'on est joyeusement cyber-espionné et éventuellement cyber-attaqué. Alors je vais commencer par les attaques qui ont davantage de sens a priori avec les véhicules sur roue qu'avec les smartphones, mais ne vous bercez pas d'illusions. Un jour, on vous parlera de mort cyber, comme il y a des morts sur route. Alors, que peut-on faire? Eh bien, si on est malfaisant, et si on se dote d'une technologie qui coûte 50 €, eh bien, on peut attaquer tous les capteurs d'un véhicule autonome. On peut faire croire, ça s'appelle du GPS spoofing, on peut faire croire à un véhicule en flouant les informations qui rentrent dans ce récepteur GPS, en diminuant l'intensité des signaux, des vrais signaux GPS, et en augmentant tout doucement les signaux de l'émetteur malfaisant, faire croire à un véhicule qu'il est ailleurs. Et là, c'est ce qui a été montré il y a quelques années, on peut faire croire à une Tesla, un des modèles, qu'elle est à 12 miles de là où elle est vraiment.
Ça a été fait avec des navires. Enfin bon, c'est une technologie qui est facilement accessible. Et donc, on imagine bien les dangers que ça recèle. On peut attaquer le LIDAR, on peut attaquer les caméras. Enfin bon, vous avez sûrement entendu parler de Stuxnet et d'autres attaques qui ont mis sur le flanc des réseaux du type IoT. C'est la même chose avec les véhicules connectés. Il y a pire, il y a les attaques dites de l'homme du milieu. À savoir que, alors, ce sont les prénoms traditionnels dans les terres scientifiques. Alice et Bob discutent entre eux, et il y a un intrus silencieux qui s'insère dans le flot de communication et qui transforme les informations échangées, mais qui continue à faire croire à Alice et Bob qu'il n'y a que deux en train de communiquer. Et alors là, tout est possible. Vous pouvez falsifier les messages, falsifier les intentions, enfin bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, vous êtes obligé de faire preuve d'imagination. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui se passe vraiment et qui a été démontré en vraie grandeur par des agences assez respectables, comme la FBI ou bien DARPA, qui a expliqué que ouais, les véhicules autonomes connectés, c'était bien, mais quand même, il y a des risques qu'il ne faut pas sous-évaluer. Alors ça, c'est le truc classique, le brouillard radio. Donc ça, c'est l'attaque la plus bête. Ouais, on en trouve à 5 $, paraît-il, aux États-Unis. Vous brouillez les coms radio que surveille votre smartphone. Alors pareil pour les véhicules, vous ne recevez plus rien, donc vous en êtes réduit à faire confiance à seulement la robotique embarquée. Bon. Il y a la version assistante. Alors, c'est janusien, d'où le symbole ici. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a des bienfaits. Le fait qu'on puisse communiquer à distance avec un véhicule et éventuellement en prendre le contrôle, ça peut être bienfaiteur dans la mesure où quelqu'un a besoin d'assistance, quelqu'un se trouve mal dans son véhicule, ou bien il y a un problème et il faut prévoir de rapatrier le véhicule dans un endroit sûr, une bande d'arrêt d'urgence, ou je ne sais quoi. Et donc, des opérateurs authentifiés et dignes de confiance doivent avoir le droit et le moyen de reprendre le contrôle d'un véhicule distant, éventuellement à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, pour pouvoir faire quelque chose de bien. Malheureusement, dans le monde qui est le nôtre, il n'y a pas que des gens bien intentionnés. Et donc, le sujet de la présentation, c'est de bien montrer qu'il y a des risques et qu'il n'est pas sain de cacher. Il vaut mieux dire au public il y a des risques et nous les avons examinés de face et nous avons des solutions. Donc, je ne voudrais pas que cette présentation soit uniquement anxiogène. La bonne nouvelle, vous le verrez plus tard, c'est qu'il y a des solutions. Mais si on cache les faiblesses des technologies actuelles, on ne poursuit pas les solutions. Et nous serons tous des cobayes qui feront des expérimentations douloureuses. Et ça, ce n'est pas une très bonne idée. Donc, version attentat, eh bien oui, le FBI a démontré qu'on pouvait prendre, quand il y a un véhicule autonome, l'envoyer circuler tout seul, personne à bord, puisque c'est possible. Mettre une bombe dans le coffre et la faire exploser à un endroit choisi, notamment un endroit où il y a beaucoup de gens. C'est possible. La version rançon, c'est un petit peu plus vicieux. Les ransomware, on les connaît. Vous recevez un message dans votre véhicule qui vous dit, voilà, si vous n'êtes pas rapide et si je n'ai pas tant d'euros sur tel compte en bitcoins ou je ne sais quoi, eh bien, moi, je vous envoie dans le fossé. Alors, ces attaques-là, elles existent aujourd'hui avec les technologies Wave 1.0. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les tuer. Il y a des parades connues qui permettent de se débarrasser de ce genre d'attaque. Si elles existent, elles n'ont aucun effet sur les véhicules, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les attaquants se diront bon, c'est pas la peine de dépenser de l'argent, on n'y arrivera pas. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais pour cela, il suffit de rendre la robotique embarquée, qui est le seul élément dans une voiture qui contrôle les trajectoires, de rendre la robotique inattaquable par des communications distantes venant de sources non authentifiées. Donc, il y a une solution, rassurez-vous. Troisième propriété qui est particulièrement importante, c'est l'intimité, en fait, le respect de la vie privée. Malheureusement, les technologies radio ont cette double face qui permet de faire du cyberespionnage. Alors, on sait que dès l'instant qu'on communique par Wi-Fi ou par onde radio en mobilité, eh bien, n'importe qui
qui est capable de recevoir les signaux radio en question peut décoder les messages et prendre connaissance de leur contenu. Alors, prendre connaissance des contenus de messages échangés dans un rayon de 300 mètres autour d'un émetteur, puisque les technologies en question portent à cette distance-là, ça, c'est facile. On peut résoudre le problème en chiffrant le contenu des messages. Donc, ceux qui n'ont pas la clé privée permettant de décoder ce que j'ai codé ne pourront pas savoir ce que j'ai émis. Mais il y a le nom X, le nom de l'émetteur. Donc, le contenu peut être protégé par chiffrement, mais le nom de l'émetteur, bon, c'est une adresse IP ou une adresse MAC, pour ceux qui connaissent. Pour simplifier, le numéro matricule du véhicule, on peut connaître l'identifiant de l'émetteur, si on se contente de faire ce qui paraît simple. Alors, heureusement, le chiffrement existe, il aurait permis de résoudre le problème. Malheureusement, pour permettre à des véhicules qui ne se connaissent pas de communiquer de l'information déchiffrable, il faut échanger les clés au préalable. Or, moi, je vais me retrouver, quand je circule, côtoyer des véhicules que je rencontrerai peut-être qu'une seule fois dans ma vie et qui n'ont aucune façon de connaître mes clés et je n'ai aucune façon de leur faire connaître. Donc, le chiffrement ne marche pas. Alors, ça a un danger, cela. C'est que les trajets de X, et pas les contenus des messages que X émet toutes les demi-secondes, les trajets suivis par un véhicule qui émet périodiquement peuvent être suivis, évidemment. Il suffit de capter ce qu'émet un véhicule et de faire le suivi. Et si le véhicule a la bonne idée de faire des trajets plus ou moins régulièrement les mêmes, domicile, bureau et retour, eh bien on finit par connaître les identités des véhicules. Et donc du coup, le tracking, le traçage et la découverte de données à caractère personnel est possible. Alors pour régler le problème, la solution, c'est la pseudonymisation. Alors je vais essayer d'être simple et rapide. C'est peut-être la partie la plus filandreuse de l'exposé. Le double problème est le suivant. On ne peut pas anonymiser les émetteurs, parce que l'anonymat permet à des émetteurs malfaisants, justement, de rester anonymes, de ne pas pouvoir être poursuivis par la justice quand ce sera nécessaire. Donc, on doit pouvoir masquer les identifiants réels d'un émetteur tout en permettant la réversibilité, c'est-à-dire de découvrir à partir d'un pseudonyme qu'utilise un véhicule émetteur, pouvoir, quand on y est autorisé, c'est-à-dire en fait une autorité gouvernementale, renverser le pseudonyme et retrouver le nom de la personne privée ou morale qui est derrière ce pseudonyme. Alors pour ce faire, je vais passer à la planche suivante pour vous montrer tout le cycle. On enregistre un véhicule, service des mines ou une préfecture. Donc ça c'est classique, c'est ce qui s'appelle CA sur la planche en question. La Certification Authority qui dit, voilà, vous avez le droit de circuler, ce véhicule est habilité à circuler dans notre pays, il correspond à toutes les normes techniques, et vous êtes monsieur un tel, et voilà, on vous donne tel certificat. Vous êtes X, vous avez un certificat C2X. Et moi, je suis capable, si on me demande qui est derrière C2X, de savoir que c'est vous, X. Mais je ne le ferai que quand ce sera nécessaire pour livrer l'information à la police, à la justice, à une compagnie d'assurance, peu importe. Mais à partir de ce moment-là, vous utilisez C2X, c'est tout, pas votre nom. Je vous donne en plus des pseudonymes, une certaine quantité. Alors ce que vous voyez, si vous n'êtes pas victime d'une illusion d'optique, les boîtes jaunes sont des boîtes noires, qui sont infalsifiables. Il y en a déjà dans certains véhicules, et il y en aura dans tous les véhicules. Donc ce sont des boîtes infalsifiables dans lesquelles on enregistre, les autorités habilitées, le certificat d'identification de votre véhicule et tous les pseudonymes que votre véhicule utilisera ensuite pour envoyer des messages sans se démasquer, sans se dévoiler. Alors, comme la quantité d'informations qu'on peut stocker dans une boîte noire, ce sont des technologies extrêmement coûteuses, puisque c'est bourré de technologies de chiffrage et de protection, l'octet mémoire d'une boîte noire, ça coûte très cher.
Or, ce que les automobilistes semblaient vouloir faire initialement, c'est de stocker suffisamment de pseudo pour tenir 1 an. Alors, à raison d'un pseudo consommé toutes les 2 fois par seconde, il faut environ prévoir de stocker 1 million de pseudonymes dans une mémoire infalsifiable. C'est infaisable. Infaisable. Donc, il est nécessaire d'en stocker ce que l'on peut stocker, et en cours de route, plus tard, les véhicules qui commencent à tomber à court de pseudonymes interrogent les services cloud via des infrastructures publiques pour obtenir des nouveaux pseudonymes pour pouvoir continuer à faire de la messagerie sans être obligé d'utiliser autre chose que des pseudos. Alors ceci a évidemment une conséquence importante, c'est qu'il faut interroger des infrastructures avec les publics, exactement ce qu'on fait quand on fait du HTTPS. On fournit un certificat, donc là je reviens sur la planche d'avant. Donc au lieu de dire je suis X, je suis pseudo de X, vous ne pouvez pas savoir qui est derrière le pseudo, et je vous donne ma position GPS en clair. Et je fournis un certificat, c'est ça qu'on me donne quand je fais authentifier mon véhicule. Et ce message-là, je le signe avec la clé privée qui m'a été donnée avec le pseudo. Et pour qu'un récepteur puisse valider un message comme celui-ci reçu, pour s'assurer si ça vient de quelqu'un qui est traçable ou de quelqu'un de malhonnête qui essaye de mentir ou qui essaye de ne pas être tracé, eh bien, c'est grâce au certificat qui ne contient aucune information révélatrice de X qui permet de vérifier si la signature du message qui s'effectue avec la clé privée de l'émetteur est valide, sans rien savoir sur la clé privée. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faudra me poser des questions, parce que je suis obligé d'avancer. Bien évidemment, ces services-là, passage par les infrastructures, obtention de nouveaux pseudos, c'est payant. Ce sera payant. Alors, il n'y a pas que le cyberespionnage extérieur dont il faut se préoccuper, il y a le cyberespionnage intérieur. Les véhicules autonomes qui sont mis en circulation, les plus récents, les Tesla, la Cadillac CT6, qui est certainement un des véhicules autonomes les plus avancés aujourd'hui, alors qu'on n'en parle pas beaucoup, les derniers modèles Mercedes, sont dotés de capteurs intérieurs qui surveillent alors on appelle, Google préfère appeler cela un passager, en fait c'est le conducteur humain. Et si le passager humain n'a pas la bonne idée de garder ses yeux sur la route, le passager humain est espionné. Il y a des émetteurs infrarouges qui illuminent le visage et qui surveillent les mouvements des yeux. Et si, pendant 5 ou 10 secondes, c'est un paramètre réglable, vous n'avez pas regardé devant vous, eh bien, il y a une alerte qui se déclenche et qui vous oblige à regarder devant. Alors, je vous laisse imaginer le genre de confort ou d'inconfort qu'on peut ressentir quand on monte dans un véhicule comme celui-ci et qu'on sait qu'on est espionné. On est loin du rêve, je m'allonge à l'arrière et je dors si j'ai envie. Non, on n'y est pas encore. Alors, en dehors de l'aspect bénéfique, si je m'endors et que je me tue, il est bien, il serait préférable qu'on me réveille et que je reprenne le contrôle avant qu'il soit trop tard. Donc c'est l'aspect janusien de cette technologie que je souhaite mettre en avant. Il y a du bien et du pas bien. La question qu'on doit se poser, c'est que ces données-là, elles sont fugitives ou bien elles peuvent être collectées et conservées. Dans quel but? Donc, voilà la question, on aborde la question sociétale. Ces informations extérieures et intérieures captées avec les véhicules autonomes connectés, ceux qui les collectent en font quoi? Dans quel but? Est-ce qu'ils les gardent pour leur propre usage? Dans quelle intention? Est-ce que ces données, par hasard, ne seraient pas revendues? Ou bien, en étant pas trop complotiste, si ces données-là sont piratées, qu'est-ce que moi, directement concerné, parce que ce sont mes données, qu'est-ce qu'il risque de m'arriver? Alors la réponse actuelle, c'est « bon, mais tranquille, ça n'arrivera jamais ». Là aussi, c'était une petite incursion dans le registre conte de fées. Vous êtes certainement au courant de pas mal d'opérations de piratage
Et ici, dans le bassin rennais, ce n'est pas à moi de vous apprendre qu'en cybersécurité et cyberdéfense, il y a des tas de gens qui réfléchissent à ces questions-là. Le plus drôlatique, d'une certaine manière, pour ce soir, c'est que Uber soi-même s'est fait pirater 53 millions de comptes de clients. Les données sont dans la nature, les identifiants, les numéros de carte bancaire, etc. Donc, et puis récemment, vous avez entendu parler du scandale Facebook qui dit que ce n'est pas de sa faute, c'est Cambridge Analytica, mais il n'avait pas le droit d'utiliser les données. Bon, ça reste encore une question examinée par les tribunaux. Donc, ces questions-là, il est quand même assez raisonnable de se les poser dès aujourd'hui parce qu'on est en terrain extrêmement fragile. Alors, sans vouloir garder trop tard, je voudrais vous expliquer quelque chose d'important. Et ça, c'est le volet non anxiogène. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on va vers une deuxième vague technologique. La technologie que je caractérisais par Web 1.0, communication Wi-Fi omnidirectionnelle, on diffuse des informations vers des inconnus à 300 mètres, balisage périodique, eh bien, il est possible que ces technologies-là ne vivent pas très longtemps, même si elles sont sans doute rendues obligatoires à partir de 2020 aux États-Unis. Derrière les motivations de type business, évidemment. À partir de 2010 environ, un certain nombre d'acteurs industriels et scientifiques ont commencé à émettre des sérieux doutes sur la question suivante: est-ce que par hasard, on ne serait pas engagé dans la mauvaise direction? Et plus cela va, et plus ça paraît être effectivement le cas, malheureusement. Donc il y a une deuxième vague technologique qui est en train d'émerger, que j'appelle Web 2.0 ici, et qui est d'autant plus intéressante et qui attire de plus en plus d'attention pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui même, tous les acteurs du domaine sont obligés d'avouer une certaine défaite. La défaite, elle est écrite ici. Il est dit, reconnu par la communauté ITS, Intelligent Transportation Systems, qu'on ne pourra pas, avec les véhicules autonomes connectés, avoir à la fois la réduction du taux d'accident, qu'on escomptait depuis le début, et la protection des données à caractère personnel des utilisateurs des 10 véhicules. Ce n'est pas possible. Il faudra avoir l'un ou l'autre, c'est-à-dire en fait n'avoir qu'une partie des deux. Alors cela, c'est extrêmement perturbant, surtout depuis que l'Europe a décidé que les données à caractère personnel devaient être soumises, la collecte et leur traitement, à approbation explicite des intéressés. Et ceci, ça rentre en vigueur le 26 mai 2018, d'où tous les articles que vous commencez à lire sans doute sur le RGPD. Donc il y a des tas d'opérateurs qui vous demandent de signer depuis peu des documents, et il va falloir trouver le moyen, dans le cadre des véhicules autonomes connectés, de traduire les obligations découlant du RGPD. Ce sera pour tout à l'heure. Et donc, non, c'est par là que je voulais aller. Non, excusez-moi. Donc, quand on est obligé d'admettre que, en dépit des travaux engagés depuis 2000, on aboutit en 2018 à un constat un peu gênant qu'on ne peut pas avoir les deux propriétaires en question, eh bien, la seule parade, c'est de dire « oui, mon pauvre ami, on ne sait pas comment faire autrement ». Or, ce discours-là n'a plus d'avenir très radieux, parce qu'il existe des chercheurs, des scientifiques, des industriels des deux côtés de l'Atlantique et qui travaillent ensemble, dont j'ai la chance de faire partie, qui disent « mais bien sûr que si, on peut faire autrement ». Alors si vous voulez cacher la vérité et condamner les habitants de cette planète à subir en plus des menaces physiques, des menaces cyber que j'ai développées rapidement ici, les blessures cyber, ce sont les vols de données, les usurpations d'identité, les pertes d'intégrité des données, et puis les morts cyber, où on détruit vos données définitivement, et on usurpe vos identités. Alors si c'est cela que vous voulez, oui, continuons Web 1.0, continuons à mentir.
Donc, il y a de plus en plus de gens, pardon, décidément, je n'utilise pas, il y a de plus en plus de gens qui commencent à être convaincus qu'il faut développer Web 2.0 et les technologies qui sont derrière Web 2.0. Et la démarche est complètement différente de celle de Web 1.0. Il y a très longtemps, une bonne quinzaine d'années, ceux qui sont intéressés à ces technologies ont dit, bon, on va prendre le Wi-Fi pour faire communiquer les véhicules entre eux, parce que bon, on voit que ça marche bien avec les smartphones, pourquoi pas les véhicules? Bien. Donc ils sont partis du bas, puis ils ont rajouté une couche, le balisage périodique, parce que les communications Wi-Fi, ça ne suffisait pas pour s'assurer de l'innocuité. Puis la couche balisage périodique, oublions le fait que peut-être que ça n'assure pas davantage d'innocuité, mais en plus, on a créé un nouveau problème, le cyberespionnage, les données échangées. Alors, on va rajouter encore un quatrième étage, peut-être? Est-ce qu'on va quelque part ou est-ce qu'on est complètement perdu? Alors, la réponse, elle est claire. C'est certainement pas ce qu'il faut continuer à faire. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà des éléments de solution qui appartiennent à Web 2.0, qui permettent de démontrer, en prenant l'approche inverse, que veut-on offrir aux citoyens de cette planète concernant les technologies véhicules autonomes connectés. Eh bien, on veut les 4 propriétés: innocuité, efficacité, sécurité et intimité. Alors, on part du problème global et on déroule le cycle d'ingénierie, de conception et de validation. Avec des exercices scientifiques à la clé, on ne progresse pas tant qu'on n'a pas démontré qu'on respecte les 4 propriétés à chaque étape. Et c'est en dernier qu'on choisit les technologies de communication. En plus, elles ont le mérite ou le désavantage d'évoluer tout le temps. Maintenant, ça va être la 5G qui va être la communication à la mode et plus le Wi-Fi. Donc, si on part de cela pour tout asseoir pour le futur, on a perdu d'avance, c'est évident. Donc, ce qui est important de bien noter, c'est que grâce à ces démarches-là, on résout un problème qui n'est pas résolu aujourd'hui. C'est qu'on peut démontrer qu'il ne peut pas exister de cyberattaque qui met en danger un véhicule, et en particulier ses habitants. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Et d'autre part, on démontre qu'on se débarrasse du problème d'espionnage, puisqu'il n'est possible que de manière rapprochée, et que l'espionnage rapproché, moi j'en fais quand je veux, puisque je regarde les plaques minéralogiques des véhicules autour de moi, je n'ai pas besoin de technologies très sophistiquées pour le faire. Si je ne peux pas faire pire que cela avec les technologies Web 2.0, j'achète les technologies Web 2.0. Alors, je vais peut-être passer rapidement sur les défauts principaux de Web 1.0, mais il y a quand même un point que j'aimerais mentionner, parce que c'est, à mon avis, l'une des causes des limitations que l'on perçoit de plus en plus clairement avec les technologies actuelles, c'est qu'il y a des résultats d'impossibilité qui ont été établis par les scientifiques, notamment certains il y a très longtemps. Alors, ceux d'entre vous qui connaissent le problème des généraux byzantins, et le résultat, Fischer-Lynch-Patterson, la possibilité de 1985, il est en plein dans le cœur de la cible. Malheureusement, la communauté ETS ne lit pas ces communications-là. Et donc, le résultat d'impossibilité, en plus, il date de 85, c'est sûrement périmé. Ah ben non, les démonstrations mathématiques, théorème de Thalès, il est toujours vrai. Donc, ça aussi, c'est toujours vrai. Et ça permet de démontrer que, à moins de supposer les communications Wi-Fi et radio sont fiables. On ne perd jamais de messages, et les messages arrivent toujours en temps voulu, sauf à faire cette hypothèse monstrueuse, eh bien, les cartes dynamiques qu'entretiennent des véhicules voisins, qui devraient théoriquement leur permettre d'éviter de rentrer en collision, elles peuvent être arbitrairement différentes les unes des autres à cause des pertes de messages. Certains véhicules reçoivent des messages que d'autres ne reçoivent pas. Et donc, du coup, quand les cartes sont différentes, on imagine très facilement que si on est deux à utiliser des cartes différentes, on ne va certainement pas se retrouver un jour. Donc, pas se retrouver un jour, ça veut dire accident. Donc, retenez ceci, le balisage périodique, le beaconing en anglais, c'est bon pour la poubelle. Alors, une façon de résumer tout cela, très simple, la voici. Quand un véhicule observe son environnement, ce qui est représenté par ce nuage, il y a des capteurs. Les véhicules sont bourrés de capteurs, et ça, ils le font bien. Même les véhicules à conduite humaine. Moi, j'ai une Skoda qui a des capteurs qui déclenchent le freinage automatiquement, parfois de manière non nécessaire, mais peu importe.
Donc les capteurs, ça marche, on sait faire, c'est bien. Les humains voient, entendent, voient les gestes de leurs voisins, un véhicule dit non, 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 ne passez pas, c'est moi. Ils décident et ils disent d'une certaine manière, avec cette gestuelle, ou bien le regard désagréable, enfin, on communique entre nous et on est capable d'influencer l'environnement, nous humains, en pointillé. Web 1.0, on coupe cette boucle de retour, que ce soit avec ou sans intelligence artificielle. Je n'aborde pas le sujet, on pourrait en faire un exposé d'1 heure si vous le voulez. Ce sont des solutions réactives. Les véhicules sont timides, donc ils voient, ils entendent, parce qu'on suppose qu'ils ont les coms radio à disposition, ils comprennent et ils décident. Mais ils ne disent pas du tout ce que sont les décisions. Donc il faut deviner, et c'est ce que font les roboticiens, du guessing. D'après le mouvement de mes voisins, je suppose que, et tout le monde fait de la devinette. Il est clair qu'il y aura des accidents. Donc la question c'est, mais pourquoi se priver d'un apport colossal que permettent les communications? Enfin, les gens qui font des réseaux savent ça depuis 40 ans. La communication radio, ça permet de capter l'environnement, on reçoit des informations depuis les émetteurs, mais on n'est pas seulement passif, on peut soi-même émettre des messages qui influencent les autres. Et c'est exactement ce qui manque aujourd'hui. Les véhicules autonomes connectés doivent être capables de discuter, évidemment très rapidement, de sceller des accords distribués avec les véhicules voisins pour pouvoir dire « S'il vous plaît, je mesure 9 mètres de long et j'ai envie de changer de fil. Il faudrait que vous me créiez l'espace entre vous deux parce que je vais entamer ma manœuvre. Alors dites-moi, par un moyen approprié, et là l'optique, qui est complètement absente des normes aujourd'hui, va jouer un rôle fondamental. Les véhicules sont capables de dire oui, non, pas entre nous deux, mais entre les deux autres derrière, etc., de se coordonner de manière explicite et de sortir du jeu de devinette, qui risque d'être mortel. Donc très rapidement, voilà où on en est aujourd'hui. C'est comme si on faisait construire une maison avec les fondations. Bon, on n'a pas pris d'architecte, on juge que c'est pas très compliqué, on fait le plan soi-même. Les fondations se révèlent être un peu déficientes, il y a des failles qui apparaissent, mais c'est pas grave, on va continuer à monter les étages parce que ça va solidifier le tout, et puis ça ira bien à la fin. Eh ben non, la maison s'écroule. Web 1.0 est en train de s'écrouler, jusqu'au point d'ailleurs certains scientifiques juristes disent ouvertement que ces technologies-là sont obsolètes avant déploiement, ce qui est quand même un petit peu gênant. Donc ce qu'il faut garder des technologies actuelles, certainement, à part les capteurs embarqués, c'est la pseudonymisation. Alors voilà un exemple dont je vais passer rapidement des principes, de quelques-unes des idées qui sont à la base de Web 2.0. En fait, on utilise des modèles cellulaires en se disant que peut-être que des analogies avec le système cellulaire humain sont payantes. À savoir que les cellules sont capables de se protéger, sauf cancer. Donc les attaques de cellules par des corps étrangers, des attaques de cellules véhiculaires par d'autres cellules véhiculaires. Par exemple, quand des cellules se croisent à un carrefour, ça pourrait être une attaque si c'est mal géré. Sauf que grâce aux échanges physico-chimiques en biologie, aux échanges radio-optiques en véhicules autonomes connectés, tout se passe bien. Et effectivement, on peut montrer comment on peut le faire de manière automatique, sans feu de signalisation. Donc la grande différence, c'est que quand un véhicule autonome connecté voudra entamer une manœuvre à risque, changer de voie, eh bien, il enverra un message, là c'est rouge, vers les voisins qui vont être concernés par la manœuvre, et les voisins répondront explicitement pour dire oui, non, restez, vous pouvez le faire, on a créé les conditions pour que vous puissiez faire votre manœuvre. C'est ce qui manque, le retour noir aujourd'hui avec les véhicules autonomes. Et voilà le genre de situation que les véhicules autonomes d'aujourd'hui ne savent absolument pas gérer, ce que les humains font relativement bien. Bien. Alors, pour terminer sur une note un peu financière, avant d'aborder les sujets sociétaux, c'est qu'il va y avoir de la résistance, évidemment. Mettre à plat tous les investissements qui ont été consentis par les opérateurs. Et je dois quand même dire, de peur d'être mal compris, que je respecte éminemment le travail qui est accompli par les constructeurs automobiles et les nouveaux entrants numériciens, Google et les autres, parce que ce travail-là, Web 1.0, est indispensable. Il a été indispensable pour mieux comprendre
les vrais problèmes. Et maintenant, il est temps de passer à une deuxième étape. Donc, respect pour le travail accompli, mais ce qui serait dommage, c'est de rester prisonnier de ce qui a été développé depuis 18 ans en disant « plus rien ne changera et on ira avec ça pour toujours ». Donc, une des raisons de la résistance, c'est que si on va jusqu'au bout du raisonnement, à savoir qu'on ne permettra pas d'exploiter les données échangées par les véhicules autonomes connectés, ah, mais alors là, ça ne va plus du tout. Parce que moi, opérateur téléphonique, ou bien GAFAM, ou bien industriels des installations routières qui disposeront leur propre relais terrestre pour les communications 5G ou 4G actuellement, nous, on gagne beaucoup d'argent avec ça. Alors si vous nous dites qu'on n'aura pas le droit, en fait, d'utiliser ce qui circule sur nos réseaux, non, on n'est pas d'accord. Alors, une façon de présenter ça de manière très simple, c'est de regarder les statistiques qui sont établies par des organismes qui sont habilités pour le faire, et on voit que la progression... Alors, un exabyte, un hexaoctet, c'est 1 milliard de milliards d'octets. Donc, le volume échangé par les véhicules autonomes en 2016, et là, il s'agit uniquement des capteurs embarqués. Il n'y a pas de communication radio en 2016 entre les véhicules. Donc, les radars, les lidars et les caméras échangent des volumes d'informations qu'on peut traduire en octets et qui représentaient en gros 1,5 exabyte par mois. Il est prévu qu'en 2020, ce soit multiplié par 17. Par rapport au volume de données échangées, le marché global de données mobiles, tout équipement confondu, smartphones et autres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la proportion de données échangées par les véhicules autonomes est de l'ordre de 20% du volume global, et qu'en 2020, ça va devenir de l'ordre de 70%. Donc c'est une manne financière colossale. Et évidemment, ça intéresse pas mal d'opérateurs. Donc là va se poser un choix de société qui va être votre choix. Et ceux qui vont essayer de faire que les orientations futures aillent dans la bonne direction, alors il y a tas de questions, on n'a pas le temps de traiter. Qui certifie les systèmes embarqués? C'est hyper compliqué. Les aspects juridiques, qui est responsable en cas d'accident. Grâce aux boîtes noires, les compagnies d'assurance espèrent pouvoir continuer à faire leur travail et à vivre, parce qu'on pourra déterminer les responsabilités, puisque tout sera enregistré. Mais la différence entre enregistrer des informations captées à bord et garder ces informations-là à bord au lieu de les rendre publiques, ça va bien avec le RGPD. Je conserve les informations importantes à bord, et c'est seulement si je me comporte mal, soit parce que je suis naturellement malfaisant, soit parce que j'ai été victime d'une intrusion, un malware, qui m'oblige à me comporter de manière malhonnête, alors là, on pourra ouvrir la boîte noire et savoir ce qui a été collecté à bord de mon véhicule. Mais c'est seulement par des institutions autorisées, et ce n'est pas public. C'est la grande différence. Donc, si on veut imaginer ce que sera la traduction dans le monde des véhicules autonomes connectés futurs, du fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données, que la CNIL en France se charge de faire appliquer, et que la Commission européenne, évidemment, menace de faire appliquer, eh bien, ça voudra dire qu'un jour, tout comme le start-stop sur certains véhicules, il faudra munir les véhicules en question, c'est la petite histoire introductive de l'annonce du séminaire, option, mode furtif, cyberfurtif, oui, non. Je consens à ce que l'on collecte des données à caractère personnel pendant que je roule. Et je mets oui, non. Et si j'ai mis non, et que je découvre après coup que quelqu'un a collecté des données et qu'elles sont utilisées à une certaine fin, je peux attaquer en justice le quelqu'un en question. De même, pour la surveillance intérieure, je dois avoir le choix de dire « je ne veux pas être filmé ni surveillé pendant que je suis dans ce véhicule ». Alors, ça m'obligera peut-être à payer une prime d'assurance plus élevée. Mais je veux qu'on me donne le droit de choisir. Il n'y a aucune raison qu'on m'impose un choix
qui a été décidé dans des labos ou chez des constructeurs il y a 8 ans. Et du coup, je suis obligé de suivre cette décision qui ne repose sur rien. Donc, il est bien clair que là, on a une voie possible si on montre que ces deux options-là sont compatibles avec l'imputabilité, c'est-à-dire la possibilité de revenir sur une personne physique ou morale qui est responsable d'une catastrophe, et bien évidemment avec la cybersurveillance légitime. Il y en a. Pardon. Alors, ça y est, on est bientôt à la fin, c'est le symbole de la justice, donc c'est le dernier logo que vous allez voir. Maintenant, la question qui est intéressante de se poser, c'est le RGPD existe, ce sera le cas dans un mois, à peu de choses près, 32 jours. Mais quelle est la réalité future? Dans quelle mesure la Commission européenne ou la CNIL aura le pouvoir d'obliger les opérateurs, quel que soit leur domaine d'intervention, à payer les pénalités qui sont exigibles au titre du RGPD en cas de non-respect du RGPD? Il y a tellement d'argent qu'on peut faire avec les données échangées, alors surtout éviter de... Bon, data, la data, les data avec un S, ce qui est encore pire, c'est extrêmement gênant. Data est un mot latin qui est pluriel. Le singulier, c'est datum. Donc quand vous entendez quelqu'un parler de la data, méfiez-vous. C'est extrêmement désagréable. Bien. Petite parenthèse. Alors évidemment, la Commission européenne va avoir affaire à qui? Eh bien, en plus de Big Brother, le fameux Big Brother de 1984 qui sait tout sur tout le monde, il y a le Big Brother AWS des GAFAM, Google, Amazon, etc. Et puis les Chinois, Baidu, Tencent, Xiaomi, qui... bien évidemment, vous surveillent dès que vous utilisez leur moteur de recherche ou n'importe quel service offert sur leurs produits, eh bien, récupèrent tout ce que vous utilisez, que vous dites, que vous tapez, et puis voilà. Alors, ces gens-là ont une puissance financière colossale. Le chiffre d'affaires de Google, l'an dernier, 109 milliards de dollars. Amazon, encore pire. Alibaba, c'est pas énorme, 23 milliards. Mais par contre, Alibaba a une plateforme, des plateformes qui sont d'une puissance monstrueuse. En une journée, le jour des célibataires, le Singles Day, qui se trouve être le 11 novembre, pour les Chinois, eh bien, le volume de transactions, sachant que Alibaba n'en récupère qu'un pourcentage, de transactions financières, donc les achats par les Chinois, ce jour-là, a été l'an dernier de 25 milliards de dollars en une journée. Donc, Commission européenne, Bruxelles, quel pouvoir? Alors, on sait que la Commission a déjà infligé une amende de 4 milliards d'euros à Google. Donc, la règle qui dit qu'un contrevenant à RGPD est susceptible d'être pénalisé de 4% de son chiffre d'affaires, c'est dans le domaine du possible de la part de la Commission européenne. Sauf que ce qui risque de se passer, grâce au Cloud Act américain qui vient d'être signé par M. Trump, et la décision de Facebook qui a vu le danger, c'est de rapatrier toutes les données accumulées sur les citoyens européens, les rapatrier d'Europe aux États-Unis. Et là, maintenant, on se trouve, parce que dans le RGPD, ça n'est pas précisé, devant un obstacle majeur, potentiel, qui est quel est le pouvoir législatif que possède la Commission européenne sur le territoire américain à propos de compagnies américaines qui traitent des données logées aux États-Unis. Alors, il y aura Bigoto, évidemment, qui voudra sa part de gâteau et qui, peut-être, résistera à l'obligation de protéger les données à caractère personnel collectées à travers les véhicules autonomes connectés. Donc, dernière planche, nous avons le choix. Et il faut qu'on ait le choix. Soit rester avec Web 1.0
et donc risque de cyberespionnage, de cyberattaque, avec en plus le désagrément d'être obligé de payer, parce qu'il faut utiliser les coms radio, les infrastructures de télécom et routières pour avoir accès aux services de pseudonymisation à la façon Web 1.0. Ou alors passer en Web 2.0, et je n'ai pas eu le temps de vous expliquer les détails ce soir, c'était impossible à faire en peu de temps, pouvoir se débarrasser des risques de cyberespionnage, de protection contre les cyberattaques, sans avoir rien à payer, puisqu'il s'agit de communication strictement locale pour ce qui concerne l'innocuité. Alors maintenant, si vous voulez pratiquer du smartphone sur roue pour accéder au guide Michelin pendant que vous roulez, bien sûr, vous pouvez le faire, mais ça ne doit pas mettre en péril la sécurité routière, surtout votre propre sécurité. Donc voilà le choix qui devrait s'offrir à nous dans les années qui viennent. Et pour terminer, sur une façon de tout ça en perspective, dans les années 50, il y a eu une fiction TV qui a été fabriquée par Walt Disney qui montrait cette notion de véhicule autonome. Donc on montrait les familles américaines qui circulent dans des véhicules tout seuls sur des autoroutes complètement automatisées et tout le monde faisait autre chose que conduire. C'était dans les années 50. Il n'est pas impossible qu'un siècle plus tard, on passe en 3D et au lieu de rester au niveau terrestre, ce qui est le cas aujourd'hui, on est aussi à faire la conduite automatisée verticale avec des taxis robots. Ce n'est pas tout à fait du rêve. En Chine, à partir de cette année, il y a une société qui s'appelle Heyang qui a mis en service un taxi volant. Et puis on sait qu'il y a des sociétés tout à fait respectables comme Airbus qui ont des projets du même type en cours. Donc, je vous livre tout cela. Vous êtes informés, vous avez le droit de vous faire votre propre avis. La meilleure façon de prédire l'avenir, contrairement à certains gourous autoproclamés, c'est de l'inventer. Et sachant qu'il est déjà bien tard, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup pour cette conférence. Je sais que cette présentation, ce PowerPoint, vous l'avez fait pour nous et qui vous a demandé beaucoup de travail. Donc vraiment, je vous en suis très reconnaissante. Moi, j'ai fait mon choix de société. C'est le tapis volant non connecté. Comme ça, je risque rien. Mais c'est vrai que tout ça entraîne beaucoup de questions. Vous en avez peut-être quelques-unes. Je vois des mains qui se lèvent. Donc, allons-y. Commençons par monsieur, puis après, on montera peut-être un petit peu plus haut. Merci. Oui. Merci beaucoup d'abord. Deux petites questions. La première, c'est strictement technique. Est-ce que sur la techno Wave.2, est-ce que vous pouvez donner quelques détails concernant le système de brouillage? Parce que physiquement, je ne vois pas comment, même si c'est local, comment vous pouvez vous affranchir d'un brouilleur qui est localement. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est plus pour les enjeux des sociétés. Est-ce que vous pourriez nous éclairer si déjà il y a des groupes de travail dans les institutions publiques? Parce qu'on sait aussi que les GAFAM ont un pouvoir de frappe énorme au niveau des lobbying à Bruxelles. Est-ce qu'il y a des institutions publiques telles que l'INRIA, par exemple, dans lesquelles il y aurait non seulement les gens qui s'occupent de la technique, mais des juristes aussi, qui mettent le débat à l'accès du public le plus large, les citoyens, quoi. Voilà. Très bien. Deux excellentes questions. Alors la première, très rapidement, je l'ai mentionné très rapidement par manque de temps, l'optique. Les communications radio sont brouillables, bien évidemment. Par contre, si vous imaginez que les véhicules sont capables de discuter en optique, en ligne directe, directement en ligne optique, sans obstacle, parce que les manœuvres dangereuses, elles se font très localement. Je ne peux pas heurter un véhicule qui est à 300 mètres. Il est forcément à côté de moi.
Et s'il est à côté de moi, alors je dois pouvoir communiquer avec lui par optique. Alors, je n'ai pas détaillé les techniques optiques. En plus, ça fait l'objet de brevets que je discute avec mes partenaires américains. Donc, il y a un avenir, j'allais dire, lumineux pour les technologies optiques qui ont été complètement loupées avec Web 1.0. Donc ça, c'est la première réponse, enfin la réponse à votre première question. La deuxième, alors il y a des associations extrêmement puissantes aux États-Unis, défense des citoyens, qui sont déjà, et des juristes, notamment des professeurs d'université de la côte ouest, qui sont déjà arc-boutés contre Web 1.0 à cause des problèmes de sécurité et de privacy, de respect de la vie privée. Donc ces gens-là sont déterminés à mener le combat. Ce qui leur manque, ce sont des munitions scientifiques. Et nous, on est là, on travaille avec eux pour leur dire « mais vous avez raison, vous avez, vous, la force de frappe dans le monde juridique, et donc les lobbies auprès des organismes de décision fédéraux ou au niveau des États américains, pour porter votre discours, parce que derrière cela, nous, on vous explique qu'on peut faire autrement, et que donc ce n'est pas un choix binaire. » Alors, l'INRIA n'a pas d'instrument de lobbying. La question que vous posez au niveau européen, il existe des associations, en France par exemple la Quadrature du Net et d'autres, qui sont très très soucieuses de ce genre de questions, et la CNIL est censée faire ce travail. Donc la CNIL, c'est un organisme qui est demandeur de munitions scientifiques pour pouvoir être convaincu que ça mérite, que le RGPD mérite d'être appliqué, et globalement restera la puissance de frappe réelle, à savoir comment exiger 4 milliards de dollars d'Amazon quand Amazon dit « ah mais je ne vois pas pourquoi, la législation américaine, je n'en ferai pas les législations américaines. Ah bon, c'est une loi européenne, ça ne me concerne pas ». Ça, c'est une question qui est loin d'être claire aujourd'hui. Alors, une autre question. Il y a 2 personnes qui demandent le micro. On va venir vers vous après. Merci. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport au niveau de conduite autonome que vous avez évoqué au début. Donc, vous avez dit qu'il y en avait 6 et qu'on était à peu près au 3e aujourd'hui. Et vous avez expliqué également qu'il y avait une grosse différence entre 5 et 6, le 6e niveau. Entre 4 et 5. Entre 4 et 5, d'accord, pardon. Est-ce que c'est plutôt du coup une échelle linéaire ou une échelle logarithmique? Est-ce qu'on a vraiment beaucoup de marge de progression à ce niveau-là? Vous êtes scientifique? Oui. Sûrement. Là, c'est admirable comme question, parce qu'en fait, ce référentiel établi par l'ES, enfin, je ne veux pas être trop brutal, c'est basé sur beaucoup de bon sens. D'accord? Donc vous voyez, la fonction en échelon, on dit, alors, pas partout, un peu plus que pas partout, puis à la fin, c'est partout. Ne cherchez pas de définition très très précise dans ce référentiel. Les informations, la traduction précise, elle sera fournie par chacun des constructeurs et des vendeurs de véhicules, qui dira, ce sera la notice qui viendra avec votre véhicule, qui dira, si vous circulez sur autoroute avec telles conditions de balisation de l'autoroute, alors vous pouvez passer en mode autonome, mais en dehors de ça, non. Alors, est-ce que ça correspondra à 3 ou à 4 ou à 2, sachant que chaque vendeur a tendance à surévaluer les capacités d'autonomie de son véhicule, parce qu'en fait, tout le monde est obligé de dire au moins aussi bien que le concurrent. Vous avez compris. Alors, monsieur, allez-y. Oui, aujourd'hui, quand un avion s'écrase, il y a le bureau enquête accident ou enquête analyse, BAE. Donc, par exemple, il y a eu un accident aux États-Unis il y a quelques jours. Il y a un moteur qui a explosé, c'était aux États-Unis, et malgré ça, le bureau enquête analyse français est mis dans la boucle pour travailler dessus et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Aujourd'hui, la législation sur les véhicules autonomes, c'est au moins 10 ans. Les États américains qui veulent attirer des labos de recherche demandent le moins possible de
ne vont mettre le moins possible d'exigences aux constructeurs pour qu'ils puissent faire leurs essais dans l'État. Ce qui fait que quand il y a un accident, il n'y a aucune remontée d'expérience. Alors vous avez fait une remarque que la technologie changeant tout le temps, peut-être qu'il n'y aurait pas de retour d'expérience. Peut-on espérer que ce genre d'organisme-là existe à l'avenir dans le véhicule autonome pour éviter la course au moins-disant qui existe actuellement? Merci. Oui, vous posez indirectement la question de l'existence d'un organisme de certification et d'analyse totalement indépendant des acteurs du domaine, tout comme il existe dans certains domaines. Le nucléaire, par exemple. On peut espérer que l'ASN est indépendant de EDF. Ces organismes-là n'existent pas aujourd'hui. Donc, ce serait bien qu'il existe. Le fait qu'il n'existe pas, évidemment, ne doit pas bloquer les expérimentations en cours. Puisqu'en fait, on est en train d'apprendre ce que seront vraiment les véhicules autonomes du futur. Par contre, ce qui est caché derrière votre question et qui est une préoccupation réelle, c'est... je vais faire une référence très directe. Tout le monde est au courant du Dieselgate. Eh bien, quel genre de confiance peut-on avoir dans les données qui sont remontées par les constructeurs automobiles qui ont l'honnêteté de faire remonter ces informations-là? Quand est-ce qu'il y a eu des engagements? À quelle fréquence? Dans quelles conditions? Quand il y a un accident, alors quand il y a un accident mortel, là c'est sûr, les enquêtes sont menées à fond. Là, il n'y a plus de mensonges possibles. Mais pour tout le reste, aujourd'hui, on nage dans un flou artistique, un brouillard assez épais. Puisque quand vous avez vu la disparité des nombres sur le tableau des statistiques californiennes en 2016, les nombres n'ont aucun lien entre eux. Or, comment se fait-il que BMW ait un score si bas par rapport à Chrysler, par exemple? Donc il y a quelque chose de louche dans tout ça. Malheureusement, on a affaire à tout, c'est-à-dire des constructeurs qui sont très honnêtes et qui remontent probablement la vérité. Et les États américains sont assez rigoureux, enfin certains d'entre eux. Par exemple, la Californie a interdit à Uber de continuer à faire circuler ses taxis autonomes parce que Uber a refusé de signer l'engagement de fourniture de ces données-là à l'État californien en cas d'accident ou de quasi-accident. C'est pour ça qu'ils sont allés en Arizona, qui est un État bien plus laxiste, et du coup, Tempeh et la cycliste tuée. Donc, cette question-là, celle que vous posez, elle est cruciale, et je pense que sans effort conjugué des ingénieurs, des scientifiques et des juristes qui sont motivés par le bien commun, essayer de faire quelque chose de bien pour l'humanité, cette question-là risque d'être posée longtemps. On parle quand même de vie et de mort. Hein. Absolument. Ce sont des smartphones qui tuent. Oui. Alors, allez-y, donnez le micro. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. C'était très, très intéressant. Moi, j'ai une question cyber. Donc, vous avez parlé de la solution Wave 2.0. Donc, sans rentrer dans le détail, est-ce que cette solution elle utilise des solutions informatiques et des mécanismes de sécurité qu'on connaît, chiffrement et autres? Si oui, qu'en est-il des vulnérabilités et des failles qui vont être découvertes dans le futur? Parce que, comme vous savez, la découverte de failles de sécurité est juste question de temps. Et la solution sécurité absolue n'existe pas. Vous êtes un pessimiste, vous. Hein. Que la sécurité absolue n'existe pas, tout le monde est d'accord avec vous. Sinon, nous serions des surhommes et nous aurions mis à mort la mort, comme le racontent un certain nombre de gourous autoproclamés. La différence qui permet de démontrer et de convaincre qu'on peut faire beaucoup mieux. Alors évidemment, l'informatique embarquée, je pense que vous devez savoir ce que c'est. L'utilisation des résultats scientifiques, dont certains remontent aux années 80, les systèmes distribués, les algorithmes distribués qui prennent des décisions collectives sans organe central, sans processus centralisateur,
donc avec des informations qui sont supposées être identiques, multicopiées, pour permettre à un nombre inconnu d'acteurs de prendre la même décision à partir d'informations différentes. Ça s'appelle le problème du consensus ou de l'accord approché, autre variante. Ces algorithmes-là iront dans les véhicules un jour. Et ces algorithmes-là ont l'énorme avantage d'être fournis avec des preuves. C'est-à-dire qu'avant d'implémenter, on regarde quelles hypothèses ont été faites par les prouveurs, les gens qui ont imaginé ces algorithmes, qui ont fourni des preuves et qui sont vérifiables. C'est de la mathématique, c'est de la logique discrète. Enfin, ce sont des disciplines dures. Et donc, on est capable et on est prié de vérifier les preuves. Puis, il y aura des vérifieurs et des prouveurs automatiques bientôt. Il y en a déjà, mais de plus en plus. Donc, une fois qu'on est doté de cette certitude que le code, le pseudocode, qui est l'algorithme en question, qui va permettre de faire un accord byzantin entre véhicules voisins et qui disposent d'informations non identiques, eh bien, on sait ce que ça donne, qu'il y aura consensus, et c'est plus la peine de tester pendant 400 ans pour vérifier qu'il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. Ou alors, il y en a parce que l'implémentation de l'algorithme a été incorrecte. Alors là, on fait appel à tous l'outillage de vérification, de réalisation logicielle. Mais le problème est complètement différent. On tombe dans un univers très connu. Et le seul risque qui reste et qui oblige à dire qu'il n'y a pas de risque zéro, c'est est-ce que l'une des hypothèses sur lesquelles les designs ont été fondés, est-ce que l'une des hypothèses est violée en utilisation réelle un jour? Alors, une autre question vient à vous après. Bonsoir, merci pour votre présentation qui était très intéressante, même pour des non-initiés. Vous avez abordé plusieurs sujets de société. Moi, j'avais une question sur un autre sujet qui n'a pas été abordé. C'était sur la dimension environnementale, savoir si c'était quelque chose qui était pris en compte dans les recherches et par les constructeurs, avec deux points. Un, sur la consommation des véhicules. Est-ce que le fait de rendre ces voitures autonomes permet éventuellement d'améliorer la consommation des véhicules? Et deuxièmement, sur la question de l'électronique embarquée, avec la question du recyclage, est-ce que ça ne rend pas plus complexe de recycler ces véhicules-là? Et puis aussi les composants parfois rares qui sont nécessaires pour les produire. Est-ce qu'on anticipe éventuellement des moyens d'éviter des pénuries ou des choses comme ça? C'est une vaste question. Vous pourriez rajouter la pertinence des véhicules électriques et puis aussi la pollution numérique. Est-ce qu'il existe des risques de santé? C'est quand je suis bombardé par mon smartphone, on sait qu'il y a peut-être des risques au niveau du cerveau, sauf le tenir éloigné. Mais il y a un appareil près de moi, c'est tout. Quand je passe 1 heure en voiture dans le futur avec des véhicules qui émettent des messages 10 fois par seconde et qui émettent à une puissance qui permet de porter à 300 mètres, quelle est la dose de radiation dans une gamme de fréquences supposée être innocente pour le corps humain jusqu'à un certain niveau? Donc, est-ce qu'il a été mené des études de santé sur l'inondation du corps humain par des sources qui émettent des messages à une puissance donnée 10 fois par seconde? Et ça, pendant 1 heure, si je fais un trajet d'1 heure, au bout d'1 an, 2 ans, quelle est ma santé? Est-ce qu'elle a été dégradée ou pas? Personne ne sait. Et ce qui est plus grave, c'est que personne n'a l'air de vouloir chercher. Donc l'INSERM pourrait peut-être faire un peu de travail de ce côté-là. Le 5G, ça risque de ne pas être mieux. Donc, j'ajoute cette question à la liste de questions que vous avez posées. Alors maintenant, le recyclage des technologies embarquées qui sont en fait basées sur les mêmes supports électroniques, informatiques, microélectroniques que tous les appareils qu'on utilise quotidiennement, c'est un énorme problème. Les métaux rares, qui en détient le monopole, bon, ce sont des questions qui dépassent largement cet exposé.
et qui mériterait d'être... Par contre, ce qui paraît nettement plus clair maintenant, c'est ce qui concerne la propulsion électrique. Et en fait, il y a maintenant certains constructeurs qui déchantent et qui disent, quand on fait l'étude de tout le cycle, depuis la production des batteries, l'utilisation des batteries, et in fine le recyclage des batteries, métaux lourds, etc., est-ce que c'est vraiment moins polluant que les moteurs thermiques? Pas sûr. On peut se poser la question quand on sait que le dernier modèle de Tesla pèse 2 tonnes 2 et que sur ces 2 tonnes 2, il y a 600 kg de batterie. Donc on dépense de l'énergie électrique pour traîner les batteries à un point où, on fait tout ça avec nos smartphones, mais le ratio est raisonnable. Là, 600 kg morts, qui ne servent qu'à alimenter, on est peut-être arrivé à un point de rupture. Donc, au point qu'en Suède ou en Norvège, je ne suis pas sûr, les citoyens ont interpellé le gouvernement qui incite, je crois que c'est la Norvège, qui incite à l'achat de véhicules électriques et qui donne des primes conséquentes aux citoyens qui achètent des véhicules électriques. Du coup, les Tesla, les derniers modèles, se vendent comme des petits pains. Et alors, les autres constructeurs sont allés voir le gouvernement norvégien en disant « Mais c'est de la distorsion de concurrence. Vous déroulez un tapis rouge à Tesla qui vend des voitures comme c'est pas possible. Et nous, on a beaucoup de mal à les vendre parce qu'on a des performances moins élevées. Et puis nous, on continue à faire du moteur thermique. C'est quand même un peu dérangeant. Vous distordez la concurrence. » Au point que les Norvégiens ont réinventé une loi que j'ai connue quand j'étais en Suisse, au CERN, à savoir qu'ils ont instauré une loi qui dit que tous les véhicules qui pèsent plus de 2 tonnes subissent une taxe monumentale. Donc, c'est histoire de rétablir. Donc, ces questions environnementales qui sont aussi liées à de l'argent sont loin d'avoir des réponses satisfaisantes. Mais oui, effectivement, je me souviens plus quelle était la première partie de votre question. À la consommation. Oui. Mais bon, la théorie est que, c'est une vérité, est que les véhicules génèrent eux-mêmes leur propre énergie. Donc on n'a pas le problème des smartphones. On n'est pas obligé d'arrêter un véhicule parce que le radar est à court d'énergie. Ça n'arrivera jamais. Alors, oh là, monsieur, mademoiselle. Alors, oui. Il y a un monsieur en face de moi, là, voilà. Bon, alors, mademoiselle, vous pouvez passer déjà et vous mettre... Voilà. Mademoiselle Merci. Ou madame, pardon. Hein. Oui, moi, je me posais la question de la sécurité en cas d'intempéries, brouillard, neige, l'état de la route, etc. Est-ce que tous les véhicules automatisés, même en conduite organisée par l'informatique W2, là, comme ça, tient compte des intempéries, des défauts de la route, etc. Est-ce que concrètement, quand l'état de la température, etc. change, la conduite est peut-être différente pour l'automatisme? Tout à fait. D'ailleurs, votre question s'applique dès le début des véhicules autonomes, donc WEV 1.0. On sait très bien qu'un lidar, qui est un radar optique, ne marche pas forcément très bien par temps de pluie intense. Et on connaît en fait les défauts, les limites de toutes les technologies embarquées. Et c'est pour ça ce que les roboticiens appellent la fusion de capteurs. C'est pour ça qu'on dispose à bord des véhicules de capteurs de technologies différentes, radars qui travaillent dans des bandes de fréquences de l'ordre de 80 GHz, les com radio dans la bande des 6 GHz aujourd'hui, des caméras qui permettent, on l'espère, par redondance diversifiée, d'avoir au moins une majorité des capteurs à bord qui permettent de bien capter l'environnement, en dépit de tous les défauts et les faiblesses dont est victime une technologie particulière. Donc, par exemple, on sait très bien qu'aujourd'hui, les radars ont beaucoup de mal à faire la différence entre un trou profond dans une route et un trou rempli d'une flaque d'eau. Là, la route paraît continue, il n'y a pas de trou. Donc, il y a plein de pièges technologiques qu'on espère pouvoir éliminer grâce à la redondance diversifiée des capteurs et à la fusion des informations et leur traitement intelligent. Donc, on verra
si on peut faire encore mieux avec des technologies optiques qui aujourd'hui n'ont pas été développées, parce que les caméras qui sont utilisées à bord sont des caméras classiques, hein, celles qui travaillent comme les caméras de smartphone. Mais bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc votre question est tout à fait pertinente et je vais répondre en vous donnant un exemple qui est extrêmement perturbant aujourd'hui. Un sac plastique emporté par le vent qui passe devant un véhicule peut entraîner un freinage brutal. Parce que le véhicule le détecte, c'est un obstacle qui passe juste devant. On prend les décisions protectrices. On se met dans le pire cas. On dit ça peut être, on peut tuer quelqu'un. Donc si les capteurs ne sont pas capables de savoir que c'est un bout de plastique, on peut créer des accidents. Parce qu'un freinage brutal, alors qu'on est en train de rouler à 110 km/h, le véhicule derrière, lui, il n'est pas au courant qu'il va y avoir un freinage à cause d'un plastique qui fait que passer. Donc il y a plein de questions qui sont un peu perturbantes aujourd'hui, mais que, bon, les technologies évoluant, on devrait pouvoir éliminer. Les plus gros problèmes ne sont pas posés par ces questions-là. Parce qu'on sait quelles sont les faiblesses et on les compense par la diversification. Alors, vous avez le micro, allez-y, je vous en prie. J'avais une question. Google a fait un partenariat avec un jeu vidéo pour entraîner en fait les algorithmes en réalité virtuelle. Et je voulais savoir, du coup, ça permet d'éviter de tester pendant de longues années les véhicules sur une route en conditions réelles. Est-ce que c'est vraiment efficace de faire ça ou est-ce que ça ne crée pas des biais dans l'algorithme Oui, une question intéressante. En fait, aujourd'hui, à cause des résultats que je vous ai présentés rapidement de la Rand Corporation et puis des calculs faits sur le coin d'une enveloppe dans la plupart des bons laboratoires, on sait très bien que faire des tests sur route, bon, ce serait bien si ça venait en phase finale, après avoir tout vérifié. Mais là, ça vient en phase initiale. Et donc, les dizaines ou centaines d'années de tests qu'il faut s'apprêter à dérouler, ça n'a aucun sens. Donc, du coup, tout le monde sait qu'il faut recourir à la simulation. Soit la simulation qui tourne sur des calculateurs et qui génère des scénarios et puis qui donne les résultats à ceux qui sont responsables de ces expérimentations simulées, ou bien en direct, en réalité virtuelle, pourquoi pas. Ça permet de progresser. Le problème est de savoir si on obtient plus en sortie que de ce qu'on met en entrée. Parce qu'on génère des scénarios qui sont choisis comment? Est-ce qu'on a couvert tout le spectre possible? Difficile de répondre. Il est probable que la vraie réponse, c'est non. Et ces tests-là, y compris avec l'intelligence artificielle et le machine learning ou le deep learning, il y en a certains dans cette salle qui doivent savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Si on essaye de démontrer, pour répondre à la question précédente, qu'on ira vers une meilleure reconnaissance des scènes environnantes, instantanées, pour pouvoir atteindre l'objectif 10 fois moins d'accidents, alors effectivement, il faut utiliser et développer ces technologies-là. Mais si, malheureusement, ça consiste, à force de simulation, de tests, à redécouvrir quelque chose qu'on connaît tous, le code de la route, aujourd'hui, il y a beaucoup de scénarios qui sont imaginés comme étant potentiellement accidentogènes et pour lesquels on sait très bien que les humains qui appliquent le code de la route règlent le problème. Pas d'accident. Le code de la route est un stock d'algorithmes déterministes qui dit, dans telle situation, je fais ça. Quel besoin y a-t-il de faire de l'IA ou de la simulation pour redécouvrir le code de la route qu'il suffit de codifier et de mettre dans les systèmes bords? Donc, vous voyez, la réponse, très rapidement, n'est pas simple. Elle mériterait plus de développement, mais je vous donne quelques idées. Monsieur Ocor, on prend encore une question. C'est la plus rapide qui l'emporte. Je sais que vous faites attention à cause de la caméra aussi là-bas. Merci et merci beaucoup pour votre intervention ce soir. J'avais une question toute bête en fait. Le modèle Wave 2.0, si j'ai bien compris, demande une interaction entre le véhicule
en quoi ce type de technologie peut éviter, par exemple, l'accident avec un vélo ou, de toute façon, au départ, la mixité avec les véhicules qui ne seront pas équipés de Wave 2.0 ? Alors, ça c'est une question parfaitement pertinente et qui mériterait plus de développement, mais j'ai pris le soin je suis passé rapidement, et la question des piétons n'est pas résolue aujourd'hui. Parce qu'évidemment, les piétons n'ont pas de robotique embarquée, je crois que je l'ai dit rapidement. Donc la question est de savoir comment fait-on pour éviter, que ce soit le cycliste, la malheureuse cycliste qui a été tuée par la Volvo le 22 mars. Là, il s'agit d'une défaillance du lidar, apparemment. Parce qu'elle a mis un certain temps à traverser. Et donc, normalement, le lidar aurait dû la voir. Mais il se trouve que le lidar des Volvo X60 ont un défaut. Donc, les piétons, il est probable que la question des piétons se résolve par des moyens de com rudimentaires et des règles un peu plus restrictives concernant les traversées des voies où circulent les véhicules. Donc, on est obligé de se poser la question de la cohabitation, la cohabitation des piétons et des véhicules, des vélos, des chiens dans les mêmes endroits. Et la question est de savoir comment, à part développer à nouveau des moyens optiques qui permettent de voir les piétons, ce que fait l'humain. Est-ce que c'est cela qui est l'avenir, ou est-ce qu'on doit essayer de développer des technologies coercitives de com radio en imposant à des piétons d'être munis d'un smartphone ou plus tard de puces greffées sur le corps, voire transhumanisme, pour leur permettre d'être détectables à une certaine distance par des véhicules capables de communiquer entre eux par voie radio. Et donc, du coup, avec les piétons équipés eux aussi de puces communicantes. Je pense que les caméras, qui évoluent énormément, recèlent des solutions qui sont nettement plus sympathiques. Donc, c'était la seule question que vous posiez avec les piétons, ou bien il y en avait d'autres, je ne me souviens plus. Alors oui, les véhicules qui sont de catégories d'automatisation différentes, du L0 ou L5. Alors ça, c'est une vraie question à laquelle personne n'a de réponse, avec Wave 1.0, et qui va être de plus en plus intéressante dans la mesure où plus il y aura de véhicules autonomes à circuler, plus il y aura de cohabitation entre véhicules autonomes et véhicules non autonomes, et que leur cohabitation, personne ne l'a régulée. On ne connaît pas de standard ni de solution aujourd'hui qui disent voilà comment doivent se comporter quand des véhicules de niveau 1 et de niveau 3, et puis de niveau 4 et de niveau 0 se trouvent ensemble. Et qu'ils veulent entamer des manœuvres tout à fait légitimes de changement de fil, etc., d'entrée sur autoroute. Alors là, Wave 2.0 utilise les facultés de communication quasi instantanée entre véhicules grâce à l'optique, ce qui est totalement en dehors des standards actuels, pour leur permettre de, premièrement, imposer des distances et des temps de manœuvre qui, pour simplifier, dépendent de façon inverse au degré d'automatisation. C'est-à-dire que des véhicules qui sont très peu automatisés vont devoir garder des espaces intervéhiculaires proches de ceux que nous, humains, sommes censés respecter, sur autoroute, à 100 km/h, 60 cm de distance, etc. Les véhicules faiblement automatisés qui auront à bord la robotique qui imposera le respect de cette règle perdront de l'asphalte. Donc le taux d'utilisation des routes sera mauvais avec des véhicules faiblement automatisés, mais on aura la sécurité routière qu'on recherche et les espaces en question seront d'autant plus réduits qu'on aura affaire à des véhicules voisins de degré d'automatisation élevé. Et pareil pour les manœuvres latérales. Donc on fera circuler de manière harmonieuse, c'est-à-dire sans accident, des réseaux de véhicules. C'est la dimension réseau qui manque aujourd'hui. Tout ce qui est fait est basé sur l'égo-véhicule, le véhicule qui se débrouille pour se protéger. Mais il faut adopter la vision réseau, ce qu'on a fait en télécom depuis très longtemps. On aura des réseaux de véhicules, pas juste des véhicules individuels qui s'ignorent les uns les autres. Donc,
cette dimension réseau et comment est-ce qu'on crée des fils de réseau homogènes, spontanément. Pouvoir dire à un véhicule qui essaye de s'insérer entre deux véhicules, quel est ton degré d'autonomie ou d'automatisation? 3. Non, ici, on n'accepte que des véhicules de degré d'automatisation 4. Donc, tu ne rentres pas dans notre voie de circulation. Et ça, dynamiquement. Et c'est faisable. Donc, du coup, on a pratiquement résolu le problème des réseaux hétérogènes, ce qui était la question que vous posiez. Gérard Lelanne, vous avez répondu à plein de questions, mais vous en avez soulevé en même temps plein d'autres, donc vous avez été obligé de revenir. Hein. Ça, c'est obligatoire. Hein. En tout cas, un grand, grand merci pour cette belle exposé. Alors, nous allons faire une petite pause, puisque le mardi 1er mai, pas de conférence, le mardi 8 mai, pas de conférence. Donc, on va se retrouver seulement le mardi suivant. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Merci à vous tous. Passez de bons moments, un beau printemps, j'espère. Et puis, à très bientôt. Et merci à toute l'équipe qui nous a aidés à préparer cette conférence et à nos agréables hôtesses qui vous ont passé les micros et à nos équipes techniques qui sont toujours cachées, mais tellement sympathiques. Sauf Jackie, il n'y a que Jackie qu'on voit. Bonsoir à tous, merci.